Chapitre 2. Typologie des principaux contrats de travail. Le choix du contrat de travail est déterminant pour l'employeur. S'il a besoin d'une main-d'œuvre à titre exceptionnel pour faire par exemple face à une commande imprévue, il va plutôt être tenté de recourir à un travailleur sous contrat à durée déterminée ou un travailleur temporaire. Le coût du travail que représente un emploi salarié peut aussi être déterminant dans le choix effectué. Et c'est pourquoi il va se tourner peut-être vers un emploi aidé. Contrat de génération, contrat d'avenir, contrat d'apprentissage. On a vu que pour ces différents contrats, une exonération des cotisations sociales était justement prévue par l'État pour inciter à l'embauche. Beaucoup dénoncent évidemment ce que l'on appelle communément la précarité de l'emploi, ce qui sous-entend en fait que ce ne sont pas des personnes titulaires de contrats précaires, mais plus ceux qui alternent les périodes de chômage, les petits boulots. Le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein est la norme en droit du travail. Mais certains disent que ça tend à devenir l'exception. Aucun gouvernement n'a trouvé la solution pour remédier de manière efficace aux problèmes de l'emploi. Il n'en demeure pas moins que l'objet de ce chapitre est de déterminer ce qu'est un contrat de travail. C'est pourquoi nous verrons dans une première section les critères du contrat de travail et dans une deuxième le contenu même de ce contrat de travail. Section 1. La détermination de la relation de travail subordonnée. 2 points. Le lien de subordination juridique. L'objet de cette section est de comprendre quelle est la différence entre le travail salarié et le travail indépendant. Pendant très longtemps, 50, 60 ans, les pouvoirs publics ont considéré que le travail salarié était protecteur et qu'il valait donc mieux être salarié que travailleur indépendant. Nous verrons que la question se pose différemment de nos jours. Mais pour autant, il est essentiel de séparer les formes de travail. D'un côté, le travail salarié et de l'autre, le travail indépendant. Grand 1. Le lien de subordination. 2 points. Définition et critères du contrat de travail, évidemment salarié. Il n'existe pas de définition légale du contrat de travail. Il est toutefois possible d'en préciser les contours à l'aide de critères qui ont progressivement été dégagés par les juges. Grand A, les critères du contrat de travail. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à travailler sous la subordination d'une autre personne, l'employeur, moyennant une rémunération appelée salaire. À l'aide de cette brève définition, voyons quels sont les critères du contrat de travail. Le premier critère, c'est le travail. Le travailleur est là pour assurer une prestation de travail, il met sa force de travail à la disposition de l'employeur. Et évidemment, ce n'est qu'une simple obligation de moyens la plupart du temps. Notons que le contrat de travail est un contrat à exécution successive. Il se déroule dans le temps et non dans l'immédiat, ce qui veut dire que l'on comprendra mieux, à l'aide d'un prochain chapitre, pourquoi on peut modifier le contrat de travail. Le deuxième critère, évidemment, le plus important pour tout le monde, c'est la rémunération. La prestation de travail est accomplie moyennant une rémunération appelée salaire. C'est pourquoi le contrat de travail est un contrat à titre onéreux. C'est également un contrat synalagmatique, puisque si l'une des parties ne respecte pas ses engagements, l'autre peut recourir à l'exception d'inexécution. Ainsi, le salarié peut légitimement refuser de travailler si l'employeur ne le paie pas, et à l'inverse,
l'employeur peut refuser de payer si le salarié refuse d'exécuter sa tâche. Ces deux premiers critères ne posent pas de problème. Celui sur lequel nous allons nous attarder plus longuement est le troisième, le lien de subordination. Depuis quelques années, ce critère est véritablement le seul qui permet de distinguer celui qui est titulaire d'un contrat de travail de celui qui ne l'est pas. Donc, de distinguer la relation salariale de travail du travailleur indépendant. La doctrine et la jurisprudence ont longtemps hésité pour essayer de qualifier cette notion de lien de subordination. Dans un arrêt de la Chambre civile du 6 juillet 1931, l'arrêt Bardou, B-A-R-D-O-U, les notions de direction et de surveillance avaient déjà été mises en avant par les juges. Celui qui travaille sous la surveillance de quelqu'un qui le dirige. Mais ce n'était pas suffisant. Deux théories sont apparues par la suite. La première, c'est la théorie de la subordination économique. Est salarié celui qui est sous un lien de subordination économique, c'est-à-dire qui se trouve dans une situation de dépendance économique financière par rapport à l'employeur. Théorie intéressante, mais qui ne trouve pas à s'appliquer qu'en matière de droit du travail. Un contrat où il y a un échange d'argent, il y en a beaucoup. Une autre théorie qui existe toujours, mais dont on se sert à titre d'indice, c'est la théorie du travail dans un service organisé. Imaginez un médecin. Ce médecin, spécialiste, l'après-midi, reçoit les clients dans son cabinet. Il est certain qu'à ce moment-là, il est travailleur indépendant, il applique, s'il n'est pas conventionné, les tarifs qu'il veut, ça ne pose pas de souci. Mais le matin, figurez-vous qu'il va dans un hôpital ou dans une clinique et qu'il reçoit des patients. Le matin, est-il salarié ou indépendant? La théorie du service organisé consiste à dire, eh bien voilà, s'il est soumis aux horaires de l'hôpital, s'il est obligé de recevoir les patients de l'hôpital, et si il fait une bêtise, il encourt une sanction disciplinaire, il sera salarié. Théorie intéressante, mais qui ne s'applique pas à toutes les situations. Il fallait trouver un critère au lien de subordination qui permette une unification aussi bien en droit du travail qu'en droit de la sécurité sociale. C'est pourquoi, dans une démarche unificatrice et par un arrêt de la Chambre sociale réunie en Chambre réunie du 13 novembre 1996, dans un arrêt Société Générale, les juges ont décidé que le lien de subordination qui entraîne l'affiliation au régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés est le même que celui qui caractérise le contrat de travail. Qu'est-il? Il s'agit du lien de subordination juridique. Vous l'aurez bien compris, c'est ce dernier mot qui est important. Qu'est-ce que cela veut dire, le lien de subordination juridique? Cela veut dire que la personne qui est salariée travaille sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, entre parenthèses, pouvoir de direction, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés, entre parenthèses, pouvoir disciplinaire. Pour résumer, qu'est-ce que le lien de subordination juridique? C'est être soumis au pouvoir de direction et au pouvoir disciplinaire. Peu importe la volonté des parties et la dénomination qu'elles ont donnée à leur contrat. Dès 1983, dans un arrêt d'assemblée plénière du 4 mars 1983, un arrêt Barra contre École des Roches, les juges ont précisé que la dénomination donnée par les parties à leur relation juridique ne lie pas le juge
qui a le pouvoir de requalifier cette relation en contrat de travail. C'est ce que je vous propose de voir dans un grand B. Nous allons voir les applications concrètes de la subordination juridique. En effet, il faut prendre en compte le particularisme de certaines activités, de certaines situations. Et vous allez voir que le juge n'est pas avare de salariat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cela veut dire que la Chambre sociale de la Cour de cassation a tendance à voir du lien de subordination juridique partout. Pourquoi? Parce qu'elle raisonne encore en se disant que le salariat est plus protecteur pour les salariés. Quelles sont ces situations? Elles sont assez nombreuses et je vais faire un tri pour ne pas toutes vous les énumérer, bien qu'elles soient toutes assez intéressantes. Petit 1, les bénévoles. Vous allez me dire, mais de quoi elle nous parle? Un bénévole, c'est pas un salarié. Eh bien, pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, pourquoi pas? Tout d'abord, les bénévoles des associations humanitaires. Deux arrêts dont je veux vous parler. Le premier, c'est un arrêt de la Chambre sociale du 9 mai 2001 dans une affaire Emmaüs que vous trouverez au droit social 2001, page 798, avec une note de Jean Sabatier. Est-ce que les compagnons d'Emmaüs peuvent demander au Conseil des prud'hommes la requalification de leur situation de compagnon en contrat de travail pour qu'ils deviennent salariés? Alors, je vous le dis tout de suite de manière à ce que les choses soient claires. Ils ne veulent pas devenir salariés. Ce qu'ils veulent, c'est que le juge, le Conseil des prud'hommes, requalifie leur situation au contrat de travail et déclare que la rupture de la situation initiale n'est pas la rupture d'un contrat de bénévolat, mais la rupture d'un contrat de travail qui ouvre droit à des indemnités. Alors, dans l'arrêt Emmaüs, eh bien, les juges ont exclu toute possibilité de requalification de compagnons d'Emmaüs en contrat de travail, à l'exception bien sûr des salariés d'Emmaüs, il y en a, des compagnons, tout simplement parce qu'ils sont dans une situation de travail d'insertion sociale qui est exclusif de tout salariat et qu'il n'y a pas de raison que les compagnons puissent être salariés. En revanche, dans un autre arrêt, qui est un arrêt plus connu de la Chambre sociale du 29 janvier 2002, dans une affaire concernant l'association Croix-Rouge française, que vous trouverez notamment au droit social 2002, page 494, il s'agissait de bénévoles de la Croix-Rouge qui avaient pour mission d'emmener parfois des personnes à mobilité réduite d'un point à un autre. Un beau jour, ils se sont dit, tiens, est-ce qu'on est vraiment bénévole ou est-ce qu'on ne serait pas salarié? Eh bien, dans cet arrêt, la Cour de cassation fait une distinction. Elle va, d'une part, considérer les sociétaires. Le sociétaire, c'est le membre de l'association. Il travaille pour la réalisation de l'objet social de la Croix-Rouge. Il ne relève donc pas du contrat de travail, on lui applique la loi de 1901, donc pas de contrat de travail pour les sociétaires. En revanche, pour les non-sociétaires, bénévoles, le juge ne s'interdit pas de rechercher le lien de subordination juridique à l'aide d'indices. Est-ce que, par exemple, on imposait à ces personnes un trajet, des horaires? Est-ce qu'ils étaient soumis à une certaine discipline? Et puis, un élément qui est important toujours pour la Chambre sociale, c'est l'argent. En effet, ces personnes recevaient une petite somme forfaitaire destinée à payer peut-être des nourritures ou autres. Et elle va considérer que cela peut, à la limite, être considéré comme un salaire. Donc, vous voyez, les bénévoles d'associations humanitaires peuvent demander la requalification de leur situation en contrat de travail. Deuxième catégorie de bénévoles, encore plus étonnant, les bénévoles des associations sportives. Tout le monde connaît un tonton, un papy
qui va emmener les enfants jouer au foot le mercredi et le week-end, refaire les lacets, etc., etc. Est-ce que un bénévole d'une association sportive peut demander la requalification de sa situation? La réponse est oui. Notamment dans un arrêt de la Chambre sociale du 11 juillet 2007, dans une affaire concernant une association de volleyball que vous trouverez au JCPS 2007 numéro 1743. La Cour de cassation a déclaré: est salarié d'une association sportive la personne qui apparaît sur les feuilles de match et sur le site internet du club en qualité d'entraîneur adjoint, qui exerce ses fonctions sous la subordination de l'entraîneur en titre, dont elle exécute et perçoit une rémunération à caractère forfaitaire. Tous les critères sont réunis. Simplement, je tiens à dire que les juges sont confrontés à la nécessité de contrecarrer toute tentative de soustraction frauduleuse d'un travailleur à la législation sociale et l'impératif aussi de protéger le milieu associatif. Parce que si tous les bénévoles des associations sportives demandent la requalification, eh bien, il n'y aura plus de petits clubs sportifs locaux parce qu'ils n'auront certainement pas les moyens d'assurer tout ça. Voilà la situation des bénévoles. Voyons dans un petit 2 l'engagement spirituel. Imaginons un pasteur, une religieuse. Peuvent-ils, alors qu'ils sont liés à un ordre, demander la requalification de leur situation en contrat de travail? La Cour de cassation a déclaré qu'un engagement spirituel n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail quand les intéressés accomplissent un travail déterminé dans un cadre horaire précis et qu'ils doivent obéir aux règles édictées par leurs supérieurs, justifiées de leurs absences, etc. Autrement dit, c'est pas l'objet normalement, ça n'a rien à voir, mais imaginons une personne qui va donner des cours de théologie ou bien qui va dans une université également professer, eh bien on peut imaginer que pour cette partie-là, il soit titulaire d'un contrat de travail. Petit 3, je vais mêler deux professions qui vont très bien ensemble. Petit 3, les professions libérales, je vais vous parler des avocats et des taxis. Les premiers prenant souvent les deuxièmes. Vous le savez très certainement, peut-être beaucoup d'entre vous se destinent à la profession. Depuis 1991, un avocat peut être collaborateur ou salarié, collaborateur indépendant. Et certains avocats qui signent des contrats de collaboration, notamment dans des gros cabinets, cette collaboration peut tourner au cauchemar si le cabinet ne lui laisse aucune marge de manœuvre pour un exercice libéral, aucune indépendance. Certains avocats collaborateurs n'hésitent donc pas à saisir le Conseil des prud'hommes afin de faire requalifier leur contrat de collaboration en contrat de travail et obtenir évidemment, à l'occasion de la rupture du contrat de collaboration, les indemnités dues pour rupture du contrat de travail. Depuis un arrêt de chambre mixte du 12 février 1999, dans une affaire SCP Coulombic, que vous trouverez au droit social 1999, page 404, la Cour de cassation a qualifié, a dégagé un principe qui est suivant. La requalification est possible à partir du moment où le cabinet ne laisse à l'avocat aucun temps pour procéder à la recherche de sa clientèle propre, c'est-à-dire passe son temps à lui donner les dossiers du cabinet sans que lui-même ait la possibilité d'aller chercher d'autres clients. Quant au taxi, la situation est différente. Il existe 3 statuts de taxi.
vous avez le premier qui est l'artisan propriétaire de son taxi, et donc la question pour lui ne se pose pas, il est forcément indépendant. Vous avez aussi celui qui est salarié, la question ne se pose pas, il est salarié. Reste la situation du milieu, c'est celui qui loue son véhicule à une compagnie de taxi. Il est censé être indépendant, mais on voit très bien quand on prend un taxi que certains, en fait, sont complètement soumis au pouvoir de direction de la compagnie de taxi qui va lui imposer de prendre certains clients, qui va lui imposer également de faire réparer son véhicule à tel endroit, de prendre de l'essence à tel endroit, parce que les tarifs ont été négociés, etc. Dans un célèbre arrêt du 19 décembre 2000, dans une affaire Laban, L-A-B-A-2-N-E, la Chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que le contrat de location de véhicules taxi peut placer le locataire dans un état de subordination à l'égard du loueur, de sorte que le contrat litigieux est en fait un contrat de travail. Si les taxis, les avocats peuvent obtenir la requalification, qu'en est-il de ceux qui envahissent nos petits écrans de plus en plus? Ont-ils eux aussi la possibilité de devenir des salariés? Petit 4, les émissions de télé-réalité. Les participants à des jeux divers et variés peuvent-ils être salariés ou sont-ils simplement des joueurs, ceux qui jouent à être les plus beaux, être les plus grands, etc. Deux arrêts vont illustrer, j'allais dire le mal-être, mais c'est peut-être un peu méchant, la situation un peu ambiguë dans laquelle se trouve la Cour de cassation, qui est obligée de quelquefois requalifier, même si elle ne le souhaite pas. Le premier arrêt est fort connu, on a déjà dû vous en parler. C'est un arrêt de la Chambre sociale du 3 juin 2009 dans l'affaire L'île de la Tentation, que vous trouverez notamment au JCPS numéro 25 du 16 juin 2009. En 2003, des participants à l'émission L'île de la Tentation signent avec la société de production de TF1, Glen Productions, un document qui s'appelle Règlement participant. Et dans ce règlement participant, il est décrit tout ce qu'ils doivent faire durant l'émission. Tout ce qui est obligatoire. En tout cas, ils n'ont pas le choix de faire exactement ce qu'ils veulent. Quand ils reviennent de leur péripétie, ils saisissent le Conseil des prud'hommes pour faire requalifier ce règlement participant en contrat de travail. Et la Cour de cassation va dire deux choses très importantes. La première, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention. Vous reconnaissez l'arrêt Barra d'Assemblée plénière, la Cour de cassation est en train de dire, même si ça s'appelle règlement participant, moi, personne ne m'empêche de dire que c'est contrat de travail. Les deuxième chose importante qu'elle dit, c'est donc que l'existence de la relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Et elle va donc partir à la recherche de ces conditions de fait dans lesquelles s'était déroulée l'émission. Alors, on relève notamment, il y a plein de choses, mais que les participants devaient obligatoirement être présents à toutes les réunions et activités, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, qu'ils avaient une disponibilité permanente, qu'on leur imposait les heures de coucher, les heures de lever, et surtout, j'ai déjà mis l'accent sur ce point, ils ont touché la somme de 1 525 €. Une situation quasiment identique a été suivie dans un arrêt plus récent concernant cette fois-ci une émission qui n'est peut-être pas de télé-réalité, j'en sais trop rien ma foi, mais qui concerne Mister France.
dans un arrêt de la Chambre sociale du 25 juin 2013. Alors, dans cet arrêt, Mister France, c'est un peu la même situation, si vous voulez. La personne a signé avec Glem TF1 Productions un règlement participant lui expliquant ce qu'il doit faire lors de l'élection de Mister France, les répétitions, l'élection, le prix, etc. Et là encore, la Cour de cassation dit que la volonté des parties ne lie pas le juge, seule l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles était placé le candidat, qui s'engageait à participer aux répétitions pendant 8 jours, se voyait imposer ses lieux d'hébergement, de restauration, devait répondre aux interviews. Eh bien, elle a caractérisé une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société et ayant pour objet la production d'un bien ayant une valeur économique, prestation consistant à prendre part à des activités imposées distinctes de celles de leur vie quotidienne.